Mes collègues. Bonjour, bonsoir, il est 18 h, donc bonjour, bonsoir. Bienvenue dans notre auditorium. Je suis Raphaël Girard, la directrice du TAP. Ravie de vous accueillir avec l'Université de Poitiers pour ces, je ne sais pas, 12e... 13e, rencontre Michel Foucault, mais deuxième pour moi, mais quel bonheur de vous accueillir cette année pour cette thématique, l'engagement, un sursaut de dignité, et cette conférence inaugurale dont je vous rappelle, que je vous représenterai dans un instant. En tout cas, bienvenue. On est très content au TAP de continuer cette association avec tous les partenaires et évidemment en premier lieu l'université, que ce haut lieu de la musique devienne un lieu de débat, de conférence sur un thème cette année qui nous semble vraiment opportun, l'engagement, et ce sous-titre que l'on doit à Frédéric Chauveau, un sursaut de dignité, une citation d'Aimé Césaire, encore un grand homme engagé. Alors, on vous souhaite une bonne semaine de conférences, de débats, de spectacles également, de spectacles engagés, et plein de discussions entre tous ces espaces. Bienvenue au TAP et je passe la parole à Lydie Boudiou. Merci. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je dois excuser ce soir Virginie Laval, présidente de l'Université de Poitiers, qui ordinairement est parmi nous pour ces inaugurations et en particulier la conférence inaugurale. Mais aujourd'hui, c'est le lancement du master jeux et pratiques ludiques. Donc la concurrence faisait que... Voilà, nous avons perdu, et peut-être elle aussi un petit peu, on lui racontera et elle se rattrapera. Aujourd'hui, nous voici rassemblés pour la 13e fois, avec toujours autant de plaisir pour une programmation, tu l'as dit Raphaël, éclectique, en tous les cas nous la pensons comme ça, variée aussi, mêlant spectacle et recherche scientifique, puisque c'est le champ qui m'est attribué comme vice-présidente. Ma collègue Sybille vous parlera des étudiants qui est sa délégation de vice-présidente. Cette année, à nouveau, nous nous inscrivons dans les pas de Michel Foucault et à l'aune de ses travaux pour éclairer l'engagement, un sursaut de dignité qui, je le crois, je l'espère, nous saisit chacun à un moment ou un autre, de manière éphémère ou de manière plus durable, mais qui nous permet à tout un chacun de lutter, de réagir, de défendre, de débattre ou de risquer aussi, voire même de servir ce que nous faisons ici. L'engagement de l'Université de Poitiers dans le cadre de ces rencontres Michel Foucault est un partenariat poursuivi puisque 13 ans dit effectivement une histoire au long cours que nous tissons avec le TAP et les partenaires que sont l'Espace Mendes France, la Belle Aventure que vous avez vue ici ou encore le Musée Sainte-Croix pour ne citer que. C'est aussi une mission de service public que l'université remplit ici, l'université que nous représentons, puisque tout ce qui est donné en journée est gratuit pour tous les publics et je crois que c'est important de le resituer aussi de ce point de vue-là. Ensuite, c'est promouvoir les recherches qui sont menées dans les laboratoires de l'université et de promouvoir la stratégie science avec et pour la société qui a pour enjeu de partager les recherches, ses enjeux et ses méthodes. Et je crois qu'en ces jours que nous vivons, c'est plus d'actualité que jamais. Battons le fer, si je peux dire les choses comme ça. C'est une vingtaine de chercheurs et de chercheuses, de doctorants de l'université et de doctorantes évidemment, qui viendront débattre, faire état de leurs travaux et surtout échanger avec vous puisque c'est 7 laboratoires de l'université qui seront représentés ici. Je voulais pour terminer
terminer aussi, saluer les services de l'établissement qui ne sont pas si visibles que nous aujourd'hui sur cette scène. Mais les rencontres Michel Foucault demandent de la part du TAP et de la part de l'université et de l'intendance. Et donc je voulais saluer, je le ferai encore autrement, mais la MSHS de Poitiers, la Maison des sciences de l'homme et de la société de Poitiers qui coordonne ces rencontres Michel Foucault, le service audiovisuel et le service communication qui cette année avec le TAP je crois ont promu de manière extraordinaire les rencontres Michel Foucault, et enfin le service audiovisuel qui est là tous les jours puisque les rencontres Michel Foucault sont filmées et vous pouvez les visionner quasiment du jour sur le lendemain si vous avez manqué quelque chose, et visionner même les 12 dernières éditions si jamais les journées sont un peu longues et les nuits aussi. N'hésitez pas, il y a plein de belles choses qui s'y sont passées, comme cette semaine, je n'en doute pas. Je passe la parole à ma collègue Sybille, puisque l'engagement, c'est aussi l'engagement étudiant. Merci, Lydie. Oui, en effet. Alors, pour celles et ceux qui sont habitués à ces rencontres Michel Foucault, peut-être avez-vous justement été surpris, je l'espère agréablement, de voir la part accrue de la présence étudiante dans ce programme. Et c'est aussi l'occasion pour moi de remercier Raphaël et Nathalie Mété, qui est dans la salle aussi, à qui on doit aussi ce regard sur la spécificité de Poitiers, qui est d'avoir une vie universitaire importante. Et donc, voilà, l'engagement étudiant, c'est bien sûr l'engagement dans des cours, et c'est très important, mais c'est, je dirais, presque surtout l'engagement en dehors des cours. Donc peut-être l'avez-vous noté, mais ces dernières années, un paradigme est en train de s'imposer, qui est de remplacer l'importance de la réussite académique. Alors attention, pas de la remplacer totalement, on y croit encore à notre réussite académique et à la valeur de nos diplômes, on essaie de les défendre au quotidien, mais de considérer en revanche que la réussite qui nous importe vraiment est une réussite plurielle, donc avec des engagements en dehors des cours, de façon à pouvoir investir tous les possibles qu'offre l'engagement extracurriculaire dans les cours, mais surtout au service de sa formation propre, au service de l'individuation et des enjeux de responsabilité collective. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient de ces importances-là. Donc, pour cela, on vous propose un premier rendez-vous dès demain au Ciné-TAP, avec un midi cinéma consacré justement à l'engagement d'étudiants dans l'atelier de recherche chorégraphique, qui est aussi un engagement de l'institution pendant 30 ans. Je trouve que, voilà, on parle de 13 ans, c'est beaucoup, et sur du temps long comme cela, c'est aussi important. Il y a aussi une après-midi dédiée de manière plus spécifique le vendredi, ce qui nous permettra d'arriver en fin de journée avec la deuxième proposition artistique qu'évoquait Raphaël, à savoir la première date véritablement professionnelle d'un collectif lillois dont la plupart des membres est encore étudiante. Et donc là, au remerciement explicité par Lydie, j'ajouterai la Maison des étudiants qui a accompagné bien volontiers la venue de ce collectif, mais qui voilà, s'en est un petit peu galéré, on peut le dire comme ça, parce que accompagner une jeune compagnie au tout début de sa structuration, c'est aussi de l'engagement. Donc un collectif engagé pour terminer, parce que finalement, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez, notre façon de traiter l'engagement pourrait aussi peut-être faire tiquer notre Foucault, puisque le fait de récupérer cette valeur-là au sein de l'université, est-ce qu'il aimerait tout à fait ça, à voir avec les différentes rencontres qu'on va avoir. Donc merci de votre présence ce soir, et donc on vous souhaite d'excellentes rencontres avec les différents participants. Alors moi aussi, je tiens à vous remercier pour ce partenariat, à remercier les équipes du TAP, les équipes techniques ce soir qui transforment ce lieu de musique en lieu de conférence, toute l'équipe du TAP, la communication bien sûr, et en particulier Corinne Delaval qui est là. Franchement, on peut l'applaudir. Qui
coordonne ces rencontres depuis le début. Elle fait partie vraiment des piliers de ces rencontres. Alors maintenant, place à la conférence inaugurale. Vous le connaissez peut-être, sans doute. Il est historien, il est comédien, il est chroniqueur à la radio, il est multicasquette, vous l'aurez compris, mais ce soir, c'est vraiment sa casquette d'historien, de grand observateur, d'auteur aussi des mouvements de protestation divers et variés. On est très, très heureux de l'entendre ce soir nous parler du règne des passions. Je précise qu'il sera en dédicace dans le hall au stand de la Belle Aventure pour ses ouvrages. Le bar sera ouvert normalement, donc vous pourrez, en attendant vos dédicaces, vous boire un verre et discuter de ce que nous allons entendre. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Monsieur Christophe Bourseiller. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, vous m'entendez? Écoutez, je suis ravi d'être là. Merci de m'accueillir dans cette ville de Poitiers que je connais bien pour des raisons personnelles. C'est intéressant de venir pour des rencontres Michel Foucault parce que moi j'ai beaucoup suivi l'itinéraire de Michel Foucault quand il était maoïste, puisque j'ai consacré même un des chapitres d'un de mes livres qui s'appelait Les maoïstes à Michel Foucault. Donc c'est vrai que c'est un aspect de sa personne qui est intéressant. Et évidemment, l'engagement très ambigu de Michel Foucault, c'est que on peut dire qu'il s'est un peu laissé déborder par l'enthousiasme en soutenant la Chine de Mao. Il s'est laissé déborder par l'enthousiasme quand il a soutenu l'Iran de l'ayatollah Khomeini en 1979. Mais en même temps, ces engagements dictés par l'enthousiasme le menaient à mener des enquêtes. Et vous savez, comme a dit le président Mao, qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Alors c'est une des rares phrases intéressantes qu'il ait pu dire. Et c'est vrai que ce que je trouvais vraiment passionnant chez Michel Foucault, c'est ce travail d'enquête qu'il a mené, même quand il était séduit par les maoïstes, puisqu'il avait créé le groupe d'information sur les prisons, le groupe d'information sur les asiles, et donc des groupes d'information qui menaient l'enquête. Donc il y a là une vraie réflexion. Et donc c'est on pourrait dire que c'est sous ce parrainage que je vais vous proposer de lancer le débat d'une certaine façon sur la question de l'engagement, allumer quelques étincelles en espérant qu'elles mettront le feu à la plaine, pour reprendre une phrase assez célèbre d'un autre leader qui n'était pas Mao, mais qui était Che Guevara. Je vous cite quelques auteurs du patrimoine. Alors, nous vivons dans un monde qui, plus que jamais, prône l'engagement. Alors tout le monde aujourd'hui se veut, se dit, se proclame engagé. Engagé, tel est le maître mot de l'époque. Celui ou celle qui n'est pas engagé n'a pas droit à la parole. Mais que signifie ce mot si employé et si galvaudé ? Alors étymologiquement, on commence par le commencement, le verbe engager dérive du latin inwadiare, qui signifie mettre en gage. Quand je m'engage, je mets quelque chose en gage, c'est-à-dire que j'investis quelque chose. Je ne reste pas sur la berge à faire de beaux discours, comme moi, je passe à l'acte. Ainsi, je m'engage éventuellement dans l'armée, ou bien je suis engagé par une entreprise. Dans tous les cas, je me commets. Si je m'engage sur un chemin, je ne reste pas à la lisière. C'est ainsi qu'au fil d'un lent processus, le XXe siècle a vu apparaître un adjectif nouveau, engagé. Une personne engagée au XXe siècle, c'est quelqu'un donc qui, depuis le XXe siècle, ne reste pas sur le bas-côté. Et comme disait encore une fois le fameux président Mao, il est dans une phrase assez poétique, vous allez le voir, il est nécessaire de descendre de cheval pour cueillir les fleurs. Ainsi, l'engagement, qui donc consiste à descendre de cheval pour cueillir les fleurs, apparaît comme un acte sain, voire nécessaire. Il est important de s'élever contre ce qui semble injuste, inique ou scandaleux. Ceux qui ne s'engagent pas sont perçus comme des tièdes, des indécis, des mollassons, des larves. Pourtant, le XXIe siècle voit progressivement les mots se vider de leur sens. J'ai reçu il y a peu dans ma boîte aux lettres le troublant prospectus d'un traiteur qui se disait gourmand et engagé. Alors, gourmand, je veux bien, mais engagé. Engagé à quoi? Engagé à gauche, à droite,
au centre. Alors c'est ici que tout se joue. On se dit aujourd'hui engagé, mais de manière abstraite et désincarnée. L'engagement, c'est devenu une posture, un style, une attitude. C'est en tout cas ce qu'observe l'essayiste Johann Ferber dans un livre qui s'appelle « Militer, verbe sale de l'époque ». Et que dit-il? Je le cite, « De nos jours, tout le monde est engagé. Nous vivons désormais dans la société des engagés. Du débat public jusqu'au caddie de supermarché, s'est déployée une véritable culture de l'engagement. » Alors je dois dire qu'il touche juste. Prenez les centres commerciaux Westfield, ils proposent à leurs clients des ateliers autour de la beauté engagée. Alors ma beauté est-elle engagée? J'ai évidemment comme un doute. Alors dans un supermarché, voici une promotion sur les betteraves sous vide et engagées. Vous voyez, les betteraves. Ne me traitez jamais de betteraves engagées. Aujourd'hui, la Banque Populaire ou la Caisse d'épargne se décrivent comme des banques engagées. Alors il existe même un site nommé « Les entreprises s'engagent ». Alors elles s'engagent à quoi? Une coopérative de producteurs de vin s'est récemment baptisée « Les vignerons engagés ». Alors voulez-vous d'autres exemples d'engagement? Pour vous, tout Darty s'engage, clame une publicité. IGC Construction, votre maison, c'est notre engagement. Les assurances AGPM, pour vous, on s'engage jusqu'au bout. La marque So Bio, la bio engagée, accessible à tous. Le prêteur Sofinco, vous vous engagez, nous aussi. Bon, alors, vous voyez, être engagé, c'est devenu le refrain qui fait vendre. Si un produit, une marque n'est pas engagé, le chiffre d'affaires s'en ressent. Pourtant, l'engagement au départ, c'était une bien belle chose, et c'était même bien souvent une nécessité morale. On a vu apparaître au XXe siècle un cinéma, un théâtre, un art engagé. Dans ces cas précis, engagé était un synonyme de politisé. En d'autres termes, on considérait par exemple le théâtre comme un art fondamentalement politique qui devait porter un regard sur la polis, la cité, en grec. Enfant, j'ai eu la chance de voir le tout premier spectacle du metteur en scène Patrice Chéreau, le prix de la révolte au marché noir. Alors on y voyait une troupe qui répétait une pièce, tandis qu'au dehors se déclenchait une révolution. Dès lors, les comédiens s'interrogeaient à voix haute, devait-il créer un spectacle révolutionnaire ou bien fallait-il au contraire sortir du théâtre pour se mêler à la foule émeutière? Cette pièce engagée donnait à penser, elle ouvrait un débat, elle ouvrait un chantier. Ainsi, on s'engageait pour faire entendre une voix, un point de vue, une pensée. On s'engageait pour réparer le monde, pour le réveiller, pour le réenchanter. On s'engageait pour changer la société ou à tout le moins pour l'améliorer. L'engagement, c'était le poivre de l'existence et c'était une nécessité. Mais comme l'écrit avec une certaine fougue Johann Ferber, je cite, « Fini Sartre, monté sur son baril pour haranguer les ouvriers des usines Renault de Billancourt, bienvenue à la réparation des pneus crevés dans un centre commercial. » Alors, en vérité, nous vivons le temps des mots galvaudés. Comme l'écrivait Georg Lukács dans Histoire et conscience de classe, je cite, « Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. » Cette phrase pénétrante a été reprise par la suite, sans guillemets, dans La Société du spectacle de Guy Debord. Alors, que penser d'un monde dans lequel un jambon est rebelle, une voiture révolutionnaire ou un sport extrême? Comment expliquer une telle récupération en simultané, un tel détournement systématique des mots, par une perte des repères liée à la montée de l'amnésie? Le spectacle des pulsions sociales au XXIe siècle ne manque pas de laisser songeur, tant la pensée paraît désormais reculer au profit de l'instinct, de la rage, de la souffrance individuelle brandie en étendard et justifiant tout. Chacun semble guidé par une colère qui lui est propre, à chacun sa furie. Voici venu le temps des sentiments exacerbés, des sensations d'injustice, des hargnes destructrices, des épidermes réactifs. Je défends en gesticulant ma propre liberté de parole sans me soucier de celle des autres. Que sont devenus les savants échanges théoriques qui structuraient naguère les pensées dissidentes et les débats d'idées? L'autre, on ne l'écoute plus. S'écarte-t-il un tant soit peu de la doxa? On le conspue, on le lynche, on l'ostracise, on l'exclut. Il n'y a qu'une vérité et la mienne doit écraser celle de l'autre. Une telle intolérance mêlée d'indigence n'est rendue possible que par un phénomène d'amnésie.
Il est certes encore des révolutionnaires affirmés, des militants, j'allais dire des professionnels de l'engagement, qui puisent dans de savants écrits et tentent de les adapter à un monde qui change plus vite qu'eux. Mais y parviennent-ils? Ceux-ci ont bien souvent tendance à abandonner tout ou partie de leur credo dans le but de recruter un vivier nouveau, insensible, aujourd'hui à l'abîme historique qui sépare, par exemple, le stalinisme du trotskisme, l'anarchisme du maoïsme, le gaullisme du libéralisme, le catholicisme du protestantisme, l'islam de l'islamisme. Certains groupements politiques ne s'expriment plus aujourd'hui que sur TikTok, Instagram, X ou Twitch. Nous ne tirons pas leçon des enseignements de l'histoire, nous préférons répéter les erreurs du passé en les singeant. On cherche en vain les manifestes de certains groupes, leurs écrits, leurs références, leurs lectures. Ils se manifestent exclusivement en prêchant leur rage sur le web. Et j'ai quelques exemples que je pourrais vous donner. Le puissant mouvement social des Gilets jaunes prend ici valeur de symbole. Il se déploie d'octobre 2018 à juin 2019 et fait vaciller un temps la République. Quand il défile sur un rythme très rapide et sans avoir demandé la moindre autorisation de constituer un cortège, les Gilets jaunes psalmodient souvent cet avertissement lorsqu'ils arpentent les beaux quartiers des villes. Révolution, révolution, révolution. Quelle promesse! De la révolte à la révolution, il n'y a qu'un pas. Et si on la faisait, la révolution? Il suffirait d'investir par la force le palais de l'Élysée, puis d'en chasser l'actuel locataire qui s'enfuirait piteusement à l'étranger, à moins qu'il ne soit guillotiné. Alors on passe à l'acte? C'est un peu ce dont ont rêvé les émeutiers trumpistes américains en 2021, quand ils ont pris d'assaut le Capitole, puis les enragés bolsonaristes saccageant les lieux de pouvoir du Brésil en janvier 2022. S'emparer du lieu même où s'exerce le pouvoir, n'est-ce pas le rêve ultime du révolté? D'abord le grand soir, puis le matin, rouge ou pas. L'ennui, c'est que les insurgés contemporains ne s'appuient sur aucun soubassement idéologique. En mai 1968, les barricadiers se plaçaient pour le meilleur ou pour le pire sous la bannière de grands théoriciens. Marx, Engels, Bakounine, Lénine, Trotsky, Staline, Mao. Quand il leur arrivait d'investir un bâtiment public ou un ministère, les 68ards hissaient le drapeau rouge ou noir, puis fondaient illico un comité d'action qui pondait de sérieux manifestes proposant des réformes décisives. Ok, boomer? En janvier 2019, des Gilets jaunes parviennent justement à leur tour à pénétrer dans la cour du ministère des Relations avec le Parlement de Benjamin Griveaux. Alors que font-ils en la circonstance? Ils tournent en rond dans l'air froid de l'enceinte, puis la quittent en haussant les épaules. Frappante et symbolique est ici la différence entre les Gilets jaunes et les 68ards. Où sont passés les philosophes dont la pensée devait précéder la transformation du monde? Les Gilets jaunes expriment une juste colère puisqu'ils souffrent d'une réelle injustice sociale, mais à aucun moment ils ne se montrent capables d'envisager la société future qui pourrait remplacer le vieux monde honni, de sorte que le slogan « Révolution » se vide dans leur bouche de toute substance. Ce surgissement, qui se traduit par de belles émeutes et par l'occupation de nombreux ronds-points, apparaît finalement comme un simple creuset de colère. La colère, ou si l'on préfère la passion, remplace la théorie révolutionnaire. Ainsi, le sociologue et théologien Jacques Ellul avait raison d'observer en son temps que l'on est passé de la révolution aux révoltes. Point de perspective globale ici, mais une accumulation de frustrations non théorisées, une suite d'élans non maîtrisés, le règne d'ébullition. Le triomphe de la fièvre qui supplante la raison explique l'essor ininterrompu des partis populistes. Ce qui caractérise ces formations, c'est partout et toujours la démagogie des slogans réducteurs. Le populisme est une paresse de la pensée. Il propose de répondre à la complexité du monde par une ultra-simplification. Fermons les frontières, chassons les étrangers, remettons l'Église au centre du village et la France sera sauvée, clament en substance les différents champions du peuple dressés contre les élites. Et ça marche. La simplification est la voie royale qui mène au pouvoir. Ces partis de masse ne font cependant appel
qu'au seul affect. Peu importe le programme en vérité, il se résume à cette litanie, souvent psalmodiée dans les meetings, « on est chez nous ». Ciblant l'affect, les partis populistes ne sont que l'expression d'une réaction viscérale à un monde qui change. On ne vote pas pour des idées populistes, on vote populiste parce qu'on a peur. Ainsi, la passion l'emporte sur la raison. Ce qui compte, ce sont les slogans qui soudent et qui tiennent chaud. Ce qui frappe en outre, c'est l'émergence de ce qu'il faut bien nommer des extrémistes sans cause, qui rêvent de mettre à bas les injustices sans pour autant formuler un projet alternatif. Nombre de révoltés contemporains souffrent d'un cruel manque de référence. Dès lors, la perspective historique de la révolution, de la réforme ou du changement de cap se voit remplacée par une forme rampante d'extrémisation virale. La décalcification idéologique pousse au déchaînement des affects. La France s'extrémise. Les slogans incubés dans les marges se répandent dans la société en se diluant. Confusion des sentiments et règne des passions sculptent une cartographie nouvelle. On assiste à la multiplication d'actions coup de poing, de coups d'éclat, de scandales transgresseurs, sans pour autant que les protagonistes se réclament spécifiquement d'une idéologie constituée. Ce sont désormais les actes qui priment et non plus les idées. On veut détruire, un point c'est tout. C'est justement ce retournement de perspective qui explique la popularité nouvelle des autonomes quand ils s'en prennent aux symboles du capitalisme ou de l'État en bordure des cortèges politiques et syndicaux. Depuis son apparition en 1975 dans les marges du maoïsme et de l'anarchisme, l'autonomie prétend remplacer les grandes idéologies par les seules pratiques révolutionnaires. Concrètement, les autonomes passent à l'acte quand le plus grand nombre répugne à le faire. Ils synthétisent ainsi la dimension instinctive d'une rage émeutière, adolescente et dénuée de perspectives historiques. Il est tentant de reprendre ici les mots d'Edgar Morin, je cite, « À la différence des djihadistes motivés par la haine des mécréants, on constate ici le contraire de la foi, une sorte de nihilisme. » Alors, il nous faut questionner ces colères instinctives, souvent dictées par la susceptibilité. Elles traduisent un profond sentiment d'injustice, une sensation de rejet, d'exclusion, de mépris. Mais que penser de ce qu'énonce la philosophe Chantal Mouffe, qui préconise l'édification d'un populisme de gauche? Alors je cite Chantal Mouffe, « Si j'ai toujours critiqué le rationalisme de la gauche dans la conjoncture présente, je pense qu'il y a une véritable urgence à s'en débarrasser, car il nous empêche de comprendre combien il est important de mobiliser les affects nécessaires pour construire un mouvement populaire. Pour engendrer l'adhésion, dit-elle encore, il doit faire appel aux affects qui trouvent un écho dans les préoccupations et les expériences personnelles des gens, l'affect. » Alors doit-on la suivre sur cette voie? Je ne crois pas. Sans un regard critique, sans le soubassement d'une pensée, l'engagement vire au fanatisme. La populace a-t-elle toujours raison? Il faut se garder d'un raccourci aussi facile et réducteur. Pour que l'engagement fasse à nouveau sens, il faut le réarmer intellectuellement. Plutôt que de céder aux passions, aux modes, aux diktats des minorités, l'engagement devrait se régénérer en se ressourçant, c'est-à-dire en revenant à ses propres racines théoriques. Il est mille façons de s'engager rationnellement. S'engager, cela consiste aussi à mettre en lumière les dysfonctionnements de la société. C'est poser un diagnostic pour discuter par la suite des meilleures méthodes de guérison. S'engager, c'est étudier l'infection de l'air. Le grand dramaturge Bertolt Brecht a théorisé et pratiqué un théâtre engagé, engagé en ce qu'il donnait à penser, engagé par le fait qu'il générait le débat, engagé parce qu'il mettait le doigt sur les points douloureux, engagé par le fait qu'il forçait le spectateur à prendre de la distance, ce qui lui permettait de dire, Brecht, je cite, « Il faut écraser les grands criminels politiques, les écraser sous le ridicule. » L'horizon est aujourd'hui envahi par la brume. Par quel système remplacerons-nous l'oligarchie sans culture qui aujourd'hui domine? Mais le brouillard pourrait bien se dissiper quand apparaîtront les perspectives historiques et politiques qui font encore défaut
aux révoltés du jour. Alors là, comme l'écrit Lydie Salver, que j'aimerais citer, il est des colères bienfaisantes, des colères généreuses, des colères flamboyantes, des colères sublimes, des colères qui ravivent les consciences dormantes, déverrouillent les bouches en même temps que la pensée, ouvrent brusquement des horizons impensés et impulsent de nouvelles façons de vivre, d'aimer, de se lier, de travailler, de parler, d'écrire ou de créer. La rage ne devient féconde qu'à l'instant où elle s'éteint, de même que le grain de blé doit mourir pour donner la vie. Encore faut-il que l'affliction, l'aigreur, l'exaspération, la susceptibilité, le ressentiment, la bile et la rancœur cèdent enfin le pas à la raison. Ainsi, l'engagement retrouvera tout son sens. À quoi pourrait donc remplacer un engagement adulte propre au XXIe siècle? Cet engagement devrait s'appuyer sur une enquête approfondie. Michel Foucault. Il devrait constituer un dépassement rationnel de l'émotion. Enquêter, c'est le préalable absolu à tout engagement. Et l'engagement devrait être guidé par le souci de préserver la nuance. Jean Birnbaum a écrit il y a quelques années, le journaliste Jean Birnbaum a écrit il y a quelques années un petit ouvrage roboratif intitulé « Le courage de la nuance », un livre dans lequel il cite Albert Camus « Nous étouffons parmi des gens qui pensent avoir absolument raison. Ainsi, nous pourrions faire nôtre cette phrase de Nietzsche « Malheur à moi, je suis une nuance ». J'ai fini. Voilà, j'ai essayé d'allumer quelques petites mèches pour donner à réfléchir, parce qu'au fond, le plus important, me semble-t-il, c'est poser des questions, c'est plus important que d'y répondre. Le vrai engagement, c'est l'engagement questionnant, qui consiste à aller poser les questions qui dérangent, parce qu'elles sont nécessaires. Alors, est-ce que vous avez des remarques ? Monsieur là-bas à droite, là, oui. Bonjour. Il en faut toujours un pour lancer le débat. Je rebondis sur votre dernière phrase, sur la nuance. Et je pensais à une certaine mode qu'on a eue sur l'importance d'être modéré et le concept d'extrême centre, c'est-à-dire, puisque je suis modéré, j'ai le droit d'imposer mon point de vue. Alors c'est vrai que le modéré n'a pas bonne presse. C'est vrai qu'être modéré, ça fait minable. On est un peu suspecté. D'abord, quand on est modéré, on est assez vite suspecté de compromission. On est suspecté d'être plutôt du côté du portefeuille, du côté de sa carrière. Et je dois dire que c'est pas toujours faux. Je dois dire que là, une des raisons pour lesquelles j'étudie depuis très longtemps les courants minoritaires, c'est parce qu'on peut les aimer ou les détester suivant affinité, bien sûr, mais ils sont très sincères dans leur engagement. Et je me souviens je crois que c'était Marc Lazare, un ami historien, qui m'avait dit « Christophe, c'est dommage que vous ne travailliez pas sur le centrisme ». Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de groupuscules centristes. Il y a plein de scissions du MoDem, il y a des groupes partout qui défendent le centre, mais évidemment, il leur manque peut-être cette grande sincérité qui fait que c'est vrai que quand un jeune aujourd'hui ou une jeune femme s'engage dans la mouvance anarchiste, par exemple, elle n'a aucun espoir de faire carrière. Alors que si vous vous engagez, je sais pas, chez Macron ou au Parti socialiste, pourquoi pas, ou à droite ou LR, avec un peu de chance, vous pouvez espérer faire quelque chose. Je me souviens quand j'avais 18 ans, j'avais un copain qui est devenu député socialiste. Moi, j'ai été anarchiste, c'est bête, qui m'a emmené à une réunion socialiste où il y avait Jacques Attali.
place du Palais Bourbon, dans un hôtel particulier. Enfin, c'était très sympathique. Et c'est vrai que je me suis dit quand même, peut-être que je devrais rejoindre la gauche modérée. Et puis, j'ai été idiot. Je suis resté fidèle à mes idées. J'ai un peu évolué depuis, mais je suis resté fidèle à ces principes lointains. Mais c'est vrai que le modéré n'a pas bonne presse, alors qu'en réalité, on a besoin de sagesse et modération, quoi. On a besoin de nuances. Alors peut-être qu'en introduisant la notion de nuance, Jean Birnbaum réhabilite une forme de modération. En tout cas, il appelle à un regard moins binaire. On est dans une société terriblement binaire, où il y a les bons d'un côté, les méchants de l'autre, dans tous les cas de figure, alors que les choses sont tellement plus complexes quand on approche une loupe et qu'on regarde les choses. Et donc c'est pour ça que l'enquête est nécessaire, l'enquête de terrain. Et beaucoup de gens vont s'engager sur la base d'un émoi, finalement, on est scandalisé par quelque chose, une photo, une idée, une information, un fait divers. Alors c'est bien d'être scandalisé, c'est bien de vouloir s'engager, mais il faut faire une enquête, puis après on s'engage vraiment, à mon avis. Alors, merci tout d'abord pour votre belle conférence. Et puis, je voudrais d'abord rebondir sur les modérés. Puis, j'ai plusieurs questions, donc je vous les pose toutes les unes à la suite des autres. Comme ça, je vous laisse des notes, liberté pour... Non, alors, d'abord, sur les modérés, j'avais un ami et collègue qui avait organisé un colloque sur les modérés. Il s'était fait mal voir d'ailleurs par d'autres collègues qui étaient des spécialistes d'histoire politique, mais il avait trouvé aussi des figures qui étaient intéressantes, des personnages qui revendiquaient le fait d'être radicalement modérés et de jamais donc faire un pas de côté. Ensuite, sur votre propos, auquel j'adhère totalement, mais si on se situe dans une perspective un petit peu historique, il y a aussi des cycles et on a l'impression parfois de revivre un certain nombre d'éléments du passé. Je prendrai juste deux exemples. Le premier, quand on lit par exemple Chateaubriand, il désigne son adversaire et il le transforme presque immédiatement en ennemi. Donc du coup, ça veut dire que là, il n'y a pas d'espace de discussion. La seule alternative, c'est il faut l'abattre, l'anéantir. Voilà. Et puis, dernier petit point, c'est ce que vous avez évoqué. Alors là, évidemment, je vais peut-être heurter votre passé anarchiste, mais à un moment donné, j'avais des sympathies libertaires qui sont un petit peu différentes, mais quand on regarde à la fin du 19e siècle le courant libertaire, il y a à un moment donné une sorte de dévoiement où on a des partisans de la propagande par le fait. Et donc on retrouve exactement ce que vous disiez par rapport aux autonomes. On va privilégier donc l'action par rapport à la raison. Et donc évidemment, la morale de tout ça, c'est que c'est évidemment pas forcément très optimiste en disant qu'on a comme ça, donc on répète les erreurs du passé. Absolument, absolument. Vous posez plusieurs questions, parce que d'abord la question, alors c'est un peu un jeu de langage, mais peut-il exister un extrême centre? Et vous savez, le grand problème auquel on se heurte quand on travaille sur les mouvements dits extrémistes, c'est la définition. Qu'est-ce que c'est un extrémiste? Parce que comme c'est devenu aujourd'hui une insulte, une espèce d'extrémiste, vous n'êtes qu'un extrémiste, donc évidemment ça vous douche, et donc c'est difficile de poser un cadre de définition. Et en fait, comme si vous lisez les travaux des différents historiens de la pensée ou des politologues, vous vous apercevez qu'il y a deux conceptions de l'extrémisme en fait qui sont apparues au fil des années, sachant que le mot extrémiste, on le voit apparaître au XXe siècle. Et donc c'est au XXe siècle qu'on voit apparaître deux conceptions. La première conception, c'est une conception qui vient d'ailleurs des États-Unis, selon laquelle on est extrémiste par son comportement. C'est-à-dire qu'il y a des comportements extrêmes. Ça veut dire que, par exemple, un centriste hargneux est considéré comme un extrémiste si, par exemple, il va frapper les gens qui ne sont pas centristes, si il casse tout parce qu'il est en colère, voilà. Alors qu'un marxiste révolutionnaire qui lutte pour l'abolition du salariat, un conseilliste, par exemple, s'il se contente d'écrire des manifestes chez lui et puis qu'il paye ses impôts, il n'est pas considéré comme extrémiste, selon cette classification qui fait qu'aux États-Unis, vous avez de nombreux livres qui sont sortis depuis plusieurs années, avec des ouvrages qui compilent les groupes extrémistes, mais uniquement sous l'angle de la violence. Donc c'est uniquement des groupes violents. Donc voilà, tous les violences sont extrémistes. Et puis il y a une deuxième
approche qui consiste à dire qu'il y a des idées extrémistes, il y a des idées extrêmes. Si vous êtes d'extrême gauche, vous allez vous pousser au bout, par exemple, la posture de gauche. Si vous êtes d'extrême droite, vous poussez jusqu'à l'extrême limite, jusqu'au mur, la posture de droite. Donc il y a des idées d'extrême gauche, il y a des corpus théoriques d'extrême gauche et d'extrême droite d'ailleurs. Donc en fait, j'en suis venu à la conclusion que en fait, on pouvait arriver à une définition qui prenait un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des idées d'extrême gauche et des idées d'extrême droite, mais il y a aussi des critères de violence, de transgression qui caractérisent ces mouvements extrémistes. De sorte que parler d'un extrême centre, c'est beaucoup d'humour, parce que ça veut dire je suis violemment centriste, mais en fait, ça ne tient pas tellement la route, d'autant plus que la posture centriste est très dure à tenir. On l'a vu il y a quelques années avec Valéry Giscard d'Estaing, qui était un président centriste, et puis on l'a revu depuis 2017 avec un autre président centriste, disciple de Valéry Giscard d'Estaing, qui est Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'au fond, Emmanuel Macron a dit le monde nouveau, mais le monde nouveau était un monde très centriste. Et le gros problème des centristes, évidemment, par définition, c'est qu'ils tanguent toujours d'un côté ou de l'autre, de sorte que la voie du centriste est extrêmement sinueuse et délicate, même s'il est vrai que la modération, c'est dire il y a des choses intéressantes à gauche et des choses intéressantes à droite, et on prend un peu des deux. C'est vrai que c'est la voie de la modération, hein, et les centristes, de ce point de vue-là, pourraient incarner une voie de modération. Ils n'y arrivent pas. Pour des raisons diverses, mais la raison fondamentale, c'est parce que, et ça c'est très important, j'en ai pas parlé, mais je pense que moi qu'on vit une crise très profonde de la démocratie, et que le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui les gens sincères sont extrémistes, et que dès qu'on arrive vers le centre, ça commence à être des accords, ça commence à... Il y a une vraie crise de ce point de vue-là. Vous voyez, c'est très frappant de voir quand il y a des élections, comme les querelles de personnes l'emportent sur les débats d'idées, par exemple. C'est très frappant de voir comment on vend les candidats comme des barils de lessive. Quand on voit que des mouvements politiques que je respecte parfaitement, quels qu'ils soient, ont été créés par des agences de com', on peut se poser des questions. Je pense tout aussi bien à En Marche d'Emmanuel Macron qu'à la France Insoumise. Ce sont des groupes qui ont été créés par des agences de com, qui ne sont pas le fruit d'accords, d'alliances politiques. Vous voyez, donc il y a évidemment là, pour moi, des indices de crise de la démocratie. Même si après les leaders de chacun de ces partis disent des choses qui peuvent sembler justes à certains ou fausses à d'autres. Enfin, ça, c'est peu importe, ça n'a pas d'importance. Mais évidemment, il y a cette dimension-là. Et cette crise de la démocratie, elle explique aussi la montée du populisme. Parce que la montée du populisme, on le voit bien quand on étudie l'essor des mouvements populistes, elle coïncide avec la montée en puissance de l'élitisme. C'est-à-dire que vous avez des élites de plus en plus qui fonctionnent en caste, c'est pour ça qu'on peut parler d'oligarchie, et en face, vous avez des polémistes, des aventuriers qui utilisent le ressentiment populaire pour faire avancer leurs idées, pour écouler leur camelote. Mais vous avez au départ ça. Moi, je pense, par exemple, je n'ai rien contre la construction européenne et je trouve que l'Europe est une très belle idée. Mais si vous prenez l'exemple français de 2005, je crois, où le peuple français avait voté non et c'est passé en congrès en 2007, c'est un mauvais exemple. Si vous prenez l'exemple de l'Irlande, par exemple, les Irlandais, il y a eu 3 référendums de suite parce que pendant les 2 premiers, les Irlandais ont voté non. Et puis à la fin, ils n'en pouvaient plus. Au 3e référendum, ils ont voté oui, si vous voulez. Et il n'y a pas eu d'autres référendums après. Donc il s'agissait même de les faire voter oui, si vous voulez. Donc c'est dommage. Parce que la construction de l'Europe aurait pu se faire de façon plus démocratique, me semble-t-il. Mais là, on voit bien qu'il y a une crise de la démocratie. Et cette crise de la démocratie, elle est d'autant plus intéressante que nous prêchons la démocratie, nous prêchons nos valeurs aux 4 coins du globe. Et nous expliquons à quel point nous sommes supérieurs à tous les autres. Et en même temps, nous avons beaucoup de problèmes avec nos propres valeurs et notre propre approche et notre regard sur les libertés. Et donc voilà. Donc il y a quelque chose de passionnant et je pense que mettre le doigt sur la crise de la démocratie, c'est le travail de l'engagement aujourd'hui. Enfin, un des travaux à mon humble idée. Je réponds un peu long, je m'en excuse.
Ah oui, vous m'avez parlé du dévoiement de l'extrémisme aussi. Bon, je suis désolé. Non, mais allez-y sur le dévoiement. Non, mais très. Bonjour, monsieur. Je réponds juste sur le dévoiement de l'extrémisme. Mais vous savez, l'extrémisme a toujours été par sa. Qu'est-ce qu'un extrémiste ? On va faire un semblant de définition. C'est quelqu'un qui lutte, qui pousse une idée jusqu'à son extrémité, et c'est quelqu'un qui lutte pour un changement radical de société et qui veut y parvenir par la violence. L'extrémiste, c'est un révolutionnaire. C'est ça qui fait la différence. Par exemple, si vous prenez la gauche, c'est ce qui fait la différence. Vous avez, à gauche, vous avez trois ensembles. Vous avez la gauche modérée, social-démocrate, que nous connaissons. Et puis vous avez ce qu'on appelle la gauche de la gauche, qui est incarnée par la France Insoumise, par le Parti communiste, et qui veut revenir aux fondamentaux de la gauche que la gauche aurait oubliés. Et puis après, vous avez, comme aurait dit Althusser, une coupure épistémologique. Et puis vous avez les révolutionnaires, qui eux veulent pas passer par l'élection, qui eux veulent faire la révolution, ils veulent tout casser dans des processus révolutionnaires. Et ces gens-là, ils sont forcément porteurs d'ombre et de lumière. C'est-à-dire que c'est bien ce qu'on voit, c'est ce qu'on constate la plupart du temps. C'est-à-dire qu'ils sont au bord de la secte pour certains d'entre eux, ils sont au bord du banditisme pour d'autres, ils sont dans la transgression, donc on voit bien les limites et les dangers de la transgression. Il y a des scandales épouvantables. Quand on étudie les mouvements extrémistes, on tombe sur des affaires de mœurs mais invraisemblable. Moi, je me souviens, je ne ferai pas d'un leader anglais dont je ne citerai pas le nom, qui avait un harem de militantes, qui disait « si tu couches pas, t'es exclu ». Et elle couchait, donc elle constituait le harem de ce leader historique qu'on vénérait en Angleterre. Vous voyez, c'est la réalité, c'est l'ambivalence de ces gens qui à la fois vous promettent le soleil et vous entraînent dans la boue. Vous voyez, mais ils sont pas tous comme ça. Mais c'est vrai que c'est une réalité et c'est valable pour plein de gens. C'est valable. Je me souviens, Lénine avait une phrase sur les anarchistes qui est assez jolie dans La maladie infantile du communisme, le gauchisme en 1919. Il avait une phrase il disait « les anarchistes sont les premiers à avoir des chefs ». Alors c'est pas faux, hein, parce que quand vous, c'est le paradoxe, vous voyez, puisque l'anarchisme c'est le rejet de toute autorité. Donc évidemment, et pourtant, si vous prenez les organisations anarchistes aujourd'hui, il y a un chef. Il y a toujours un chef, il y a toujours quelqu'un qui dirige, vous voyez. Donc c'est évidemment la difficulté de l'idéal et de concilier l'idéal et la réalité. Et c'est pour ça qu'il y a très souvent de très nombreux cas de dévoiement de l'extrémisme. Alors après, moi, je ne suis pas partisan de jeter le bébé avec l'eau du bain. Je suis pour l'enquête, donc je pense que tout est pluriel. Et je pense qu'il y a des choses passionnantes. Moi, je sais que personnellement, je fais une confidence très personnelle. Je me suis beaucoup intéressé quand j'étais jeune, je suis donc un jeune anarchiste, donc j'étais un lecteur assidu de Guy Debord, etc. J'ai gardé un attachement culturel pour ça. C'est-à-dire que je trouve que culturellement parlant, les textes issus de l'ultra-gauche sont prodigieux. Politiquement parlant, je n'y crois pas une seconde, mais culturellement parlant, je dois dire que je les garde et je sais que ça, c'est à la fois sur le plan sociologique, historique, enfin, ce sont de très grands penseurs de la société contemporaine viennent de l'ultra-gauche. Hein. On parle toujours de Guy Debord, il faudrait parler de Jean Baudrillard également, de beaucoup d'autres. Et Michel Foucault, il vient de l'extrême gauche d'une certaine façon. Bon, il a commencé avant de se laisser séduire par les sirènes de l'extrême gauche, mais c'est vrai que sa pensée à un moment donné, comme celle de Sartre, a épousé le dragon chinois, hein, les méandres du dragon chinois. Pardon. Alors oui, pardon, monsieur, excusez-moi. Je vous en prie, c'était très intéressant, merci. Justement, allons vers la Chine, vers l'économie. On a toujours été vers l'économie, vers la rentabilité, la croissance. On ne peut pas continuer, c'est la croissance, soyons sérieux. Il faut que ce soit rentable. Et là, aujourd'hui, avec le Covid, qui a été un premier moment de communion planétaire, on voit bien qu'on s'est trompé, qu'on ne peut pas avoir une croissance infinie sur ce monde fini. Et que donc ça a également, me semble-t-il, modestement à mon humble niveau, j'ai mené l'enquête et je trouve que ça a bouleversé. Et seulement sort depuis le 11 avril dernier une première carte des pensées écologiques. Ça ne s'était jamais fait avant.
Et là, on voit bien que l'habitabilité, qui est peut-être le nouveau cap à prendre, en hommage à Bruno Latour, qui nous a quittés, l'habitabilité, c'est pas un petit peu plus à gauche ou un petit peu plus à droite de la croissance, c'est complètement à l'opposé. Il faut faire un demi-tour total. Et on ne commence même pas à poser comment on va faire ce demi-tour. Alors, en même temps, c'est intéressant parce que quand vous prenez l'histoire culturelle des 50 dernières années, vous vous apercevez que de très nombreuses tendances qui ont modifié notre vie quotidienne ont incubé dans les marges. Chez les extrémistes. Vous voyez, je vous donne deux exemples, ou moins ou trois, on va dire. Vous parliez de l'écologisme, c'est intéressant parce que l'écologie qui aujourd'hui est vraiment une réalité planétaire, tout le monde, vraiment c'est le débat, la question fondamentale, avec une pensée très, très riche aujourd'hui, très nourrie, avec des penseurs très divers, dont Bruno Latour, bien sûr, qui dit qu'on est des terrestres avant d'être des humains. Cette pensée écologiste, elle est née dans les marges d'extrême gauche. Elle est née dans la contre-culture hippie des années 1960-70. Elle est née avec les Amis de la Terre, le Larzac, dans des tout petits collectifs extrêmement minoritaires. Si vous prenez aujourd'hui l'extraordinaire révolution des femmes qu'on vit, qui est quand même un truc de fond, qui est historique, enfin qui est très important, si vous regardez la genèse de il y a eu un coup d'envoi historique en 1967 aux États-Unis avec le Women's Lib, mouvement de libération des femmes, puis ça a démarré en 68 en France avec le mouvement de libération des femmes en France. Donc il y a eu un coup, il y avait eu certes bien sûr des féministes avant, mais c'était des surgeons isolés. Il y avait eu bien sûr Olympe de Gouges, George Sand, j'en oublie certainement beaucoup, comment elles s'appellent, les suffragettes entre 1900 et 1914 en Angleterre, bien sûr, ancêtres des Femen d'une certaine façon, mais c'est à partir de 68 en France et 67 aux États-Unis qu'il y a vraiment une lame de fond qui démarre. Idem pour, par exemple, la conscience gay. La modification de paradigme, les homosexuels qui étaient considérés, c'était totalement, ils étaient vraiment des sous-hommes ou des sous-femmes au début des années 1960, qui aujourd'hui sont des citoyens à part entière. Et ça, c'est aussi apparu dans les marges d'extrême gauche. Vous voyez, quand vous voyez l'histoire de la cause homosexuelle en France, vous voyez bien le coup d'envoi au sein d'un groupe pro-chinois, c'est quand même sidérant, qui s'appelle Vive la Révolution, VLR, et dans ce groupe pro-chinois, vous avez une tendance gay qui naît, et les dirigeants, Roland Castro, l'architecte qui dirige VLR, laisse ça proliférer. Pourquoi? Parce qu'au fond, il dit qu'il est pro-chinois, mais en réalité, il est juste ouvert aux idées nouvelles. Il est culturellement ouvert aux idées nouvelles. Et ces petits exemples, je vous les donne simplement pour vous montrer que en réalité, les mouvements extrémistes sont passionnants pour une autre raison que celle de leur puissance possible, de leur capacité à prendre le pouvoir. Ils sont passionnants parce qu'ils sont les incubateurs involontaires d'idées nouvelles. C'est-à-dire que culturellement parlant, on pourrait dire qu'ils sont des émetteurs de ce qu'on appelle les signaux faibles. Vous voyez ? C'est-à-dire que ce que vous dites, monsieur, sur le changement de paradigme, aujourd'hui, c'est confiné dans les marges, mais ça commence à sortir. Et donc, ce que je vois avec cette révolution écologique que vous observez, la fin de la société de consommation, par exemple, on en parle, mais on ne le fait pas, si vous regardez bien. C'est ça aujourd'hui. Oui, vous avez raison, c'est fini, la société de consommation, c'est fini. Bon, allez, je vais chez Shine, je vais aller je vais chez Zara, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Mais c'est en train de bouger. Et c'est en train de bouger parce que vous vous apercevez que les extrémistes sont des prescripteurs involontaires. Et ça, c'est un aspect pour moi du travail que je fais qui est fascinant. C'est la raison pour laquelle j'ai créé il y a quelques années dans une université un observatoire que j'ai appelé Observatoire des extrémismes et des signes émergents. Parce que je me suis aperçu que les extrémistes, il fallait les étudier sous l'angle de leur scission, de leur influence politique, mais aussi sous l'angle culturel des idées neuves qui apparaissent au sein de toute cette contre-culture qui est à côté de la doxa et de la culture officielle. C'est ce que Michel Foucault a toujours écrit, notamment dans Les mots et les choses, quand il dit qu'à chaque époque correspond une épistémée, un champ culturel, et qu'il y a les forces de l'époque suivante qui commencent à grouiller. Ce grouillement, c'est ce que j'étudie. Vous voyez, donc moi je suis très en phase avec ce travail, cet aspect du travail de Michel Foucault, parce que ça correspond à une réalité, et ça c'est ce qui est passionnant. Et donc quand vous parlez de cette
cette relève écologiste ou de ce grouillement, ce changement de mentalité, c'est en train d'arriver. Mais ça met du temps. C'est comme ça. Les signaux faibles mettent du temps avant de devenir des signaux forts. Hein, ils émettent de plus en plus fort, mais ça prend un certain temps. Bonsoir. Moi, j'avais une question. Vous avez indiqué que l'extrémisme utilise la violence pour obtenir le changement. Et donc, quid du terrorisme dans cette définition? C'est-à-dire que oui, tout à fait, mais à partir du moment où vous luttez, si vous êtes un extrémiste, vous luttez pour un changement radical de société et vous voulez y parvenir alors par la violence, c'est-à-dire plus précisément en dehors de l'élection. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple d'extrême gauche, vous allez lutter pour la révolution prolétarienne, la révolution communiste. Si vous êtes d'extrême droite, vous allez lutter pour le coup de force, ou la contre-révolution, vont dire les royalistes, ou la révolution nationaliste, diront d'autres, vous voyez, par exemple. Mais dans tous les cas, il s'agit de prendre le pouvoir de force. Alors évidemment, ça inclut le recours à la violence et la totalité ou presque des mouvements extrémistes de droite comme de gauche ont envisagé à un moment donné le recours à l'acte individuel. Vous en parliez, monsieur, tout à l'heure. Les anarchistes, évidemment, l'ont fait avec l'action directe, ce qu'ils appelaient au début du XXe siècle l'action directe, et le mouvement Action directe qui a été fondé en 1979 par Jean-Marc Rouillant, qui se réclame du communisme libertaire, et par d'autres. C'est un mouvement qui est le nom Action directe fait référence directe à ce thème anarchiste du début du XXe siècle. Donc c'est une réalité bien sûr. Puis, tous les courants d'extrême gauche à un moment donné ont été tentés par la violence individuelle. Alors tous n'ont pas cédé, bien sûr, heureusement, mais beaucoup ont été tentés par cette violence individuelle. Si vous prenez les brigades rouges étaient maoïstes, vous avez plein de références qu'on peut donner jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Et puis à l'extrême droite, c'est évidemment la même chose, c'est-à-dire vous avez des groupes d'extrême droite qui, alors pour des raisons parfois très inavouables, hein, de liens avec le pouvoir ou de liens avec des services secrets dans le cadre d'opérations de déstabilisation, eux aussi ont pratiqué le terrorisme individuel. Mais la violence est consubstantielle à l'extrémisme. C'est un fait. Après, vous avez évidemment la question de la violence, c'est toujours très ambigu, parce que qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit violence? Vous voyez, vous avez la violence physique, qui consiste à faire sauter une bombe et à tuer tout le monde ici. Et puis vous avez la violence verbale aussi, l'insulte ad hominem. Vous avez un grand nombre le fait de détruire quelqu'un. Voilà, cette violence qu'on voit par exemple dans les organisations extrémistes de type sectaire. Il y en a toujours eu. Donc ça, là, évidemment, il y a un livre très intéressant qui est sorti à la découverte, il y a quelques mois, sur une secte maoïste en France, dans les années 1970, avec un gourou qui s'appelait Antonio, et qui a été une espèce de tyran, dans une communauté. Enfin voilà, ce sont des phénomènes très, très courants, malheureusement. Mais l'extrémisme appelle la violence et les comportements violents. Et moi, ça me surprend pas. Moi, j'ai toujours vu les groupes extrémistes être plus ou moins violents. Après, vous avez des gens plus ou moins brillants et cultivés. Le vrai clivage, c'est le talent. C'est-à-dire que lorsque vous êtes violent mais talentueux, on va vous excuser, on va trouver que finalement vous êtes quand même intéressant. Mais si vous êtes violent et sans talent, alors là c'est dramatique, parce que là vous n'avez aucune chance. Mais oui, la violence est consubstantielle à l'extrémisme. Merci beaucoup, Christophe, pour votre conférence et pour vos réponses éclairées. Moi, je voulais revenir sur les gilets jaunes et le règne des passions. Vous avez dit que c'était des colères non théorisées qui ne se transformaient pas forcément en solution ou en vision de la société. Il y a eu une réponse de la part du gouvernement qui fut le grand débat. Et je me demandais, qu'est-ce que vous
pensez de cette forme qu'est-ce que vous pensez de la démocratie participative? Est-ce une façon d'aller plus loin dans l'engagement pour les gens, ou est-ce une façon d'éteindre l'engagement des gens? Je n'ai pas la réponse. J'ai envie d'avoir votre opinion là-dessus. Oui. Alors, écoutez, il y a plusieurs choses. Alors, d'abord, évidemment, c'est très compliqué de penser, entre guillemets, les gilets jaunes. On a fait un colloque à Valenciennes là-dessus il y a un an ou deux. C'est très compliqué de penser les gilets jaunes parce qu'il y a autant de gilets jaunes que de gilets jaunes. Je veux dire par là que chaque gilet jaune était porteur d'un destin individuel et d'une injustice individuelle, d'une colère individuelle. Et ce qui fait que ceux qui disent les gilets jaunes sont comme ci, les gilets jaunes sont comme ça, passent à côté de la plaque. Parce qu'en réalité, c'est un mouvement intensément individuel. Et d'ailleurs, on n'a pas assez insisté avec les gilets jaunes sur l'importance du dossard. C'est-à-dire que les gilets jaunes avaient des gilets jaunes, mais c'était pas tellement le gilet jaune qui comptait, ils avaient toujours écrit quelque chose derrière qui les définissait. Et c'était très émouvant, les définitions. Il y avait de tout. Il y avait vraiment des définitions je crois en Dieu, ou infirmière en colère, chômeur en fin de droit. Enfin, il y avait des choses très diverses, mais qui définissaient les gens, vous voyez. Mais ce qui caractérisait les gilets jaunes, je crois qu'il y avait deux aspects. Il y avait une dimension, on va dire, peut-être d'œuvre noire, hein, quand il cassait tout, quand il refusait d'avoir des leaders, quand dès que quelqu'un avait du talent, il les virait. Et il y avait quelque chose d'autodestruction, une sorte d'autodestruction un peu troublante dans ce mouvement des gilets jaunes. Mais dans le positif, par-delà la souffrance, évidemment, sociale, réelle, qui était exprimée, hein, qui était une vraie souffrance, il y avait un désir de parole. Et il y avait un désir de revivifier la démocratie. Moi, ça m'a étonné, parce que quand ils étaient tous en train de dire « on veut le RIC », vous voyez, c'était curieux, le RIC. On se disait, mais où est-ce qu'ils ont été chercher ça? En plus, ils avaient été trouver ça chez un espèce de penseur à la noix, qui était un type louche, qui s'appelle Étienne Chouard, qui avait des liens avec l'extrême droite, qui était un type très ambigu. Mais enfin, l'idée du référendum d'initiative citoyenne, c'était l'idée de donnez-moi la parole, j'ai des choses à dire dans le débat démocratique. Et en réalité, moi, je trouve que l'idée du grand débat, ça aurait pu être une bonne idée en réalité, parce que le grand débat, c'était les États généraux. Et ce dont avait besoin notre démocratie en crise, c'est d'États généraux. C'est-à-dire tout le monde, on se réunit, on parle, parce que tout le monde, les boomers, qui vous parlent de mai 68, ils vous disent toujours « on se parlait ». Moi, c'est toujours ce que j'ai toujours entendu. Moi, je disais « mais vous étiez trotskiste, maoïste, anarchiste, de quel groupe ?» Bon, ils disaient « non, mais on se parlait ». Bon, voilà, mais en fait, les gilets jaunes, ils vous laissent parler aussi. Et je crois que l'idée des États généraux a été très importante. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que le président a dévoyé un peu ces États généraux en faisant une sorte de show. Il a fait son show. Et de façon d'ailleurs, c'est intéressant, parce que le comportement politique d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, depuis qu'il a été élu, parce qu'il fait du populisme avec des valeurs qui ne sont pas celles du populisme. C'est-à-dire qu'il a un style populiste. D'ailleurs, son livre pour être élu en 2017 s'appelait Révolution. C'est quand même formidable comme titre. Donc, il a toujours dit ni droite ni gauche. Moi, j'incarne un monde nouveau. Il voulait parler directement au peuple sans passer par les corps intermédiaires. C'est pour ça qu'il a provoqué de tels conflits sociaux en négligeant les syndicats. Mais en même temps, si vous voulez, si je puis dire, ce qui apparaissait toujours, c'était une dimension factice, c'est-à-dire une dimension de pur calcul politicien et de pur positionnement. Et ce qui fait que, quelque part, je crois que les gilets jaunes n'ont pas obtenu grand-chose. Ils ont obtenu un peu quand même, parce que je vois, il y a partout maintenant des maisons, alors que je ne sais plus comment ça s'appelle, où on peut, qui vous remplissent les papiers, si vous n'avez pas Internet. Ça, c'est un nom que j'ai oublié. Pardon ? Voilà, France Service. Donc les maisons France Service, c'est une conquête des gilets jaunes, vous voyez. Donc ça, c'est petite conquête, mais conquête quand même. Mais à l'évidence, ce dont la France a besoin, c'est d'une démocratie participative. Ça, j'en suis persuadé. Vous avez raison d'en parler. Et elle a besoin de dialogue et de débat. Et vraiment faire des débats, comme on le fait là d'ailleurs, faire des états généraux, poser des questions, mettre tout à plat. Il y a un vrai désir de parole et d'expression.
Et je pense qu'on est passé avec le grand débat national à côté des États généraux, qui restent donc à organiser. D'ailleurs, quand la révolution de 89 a éclaté, des États généraux étaient en préparation, mais bon, un peu tard. Madame ? Bonsoir et merci. Bonsoir. J'aime beaucoup que vous citiez qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. En même temps, Mao, il disait une phrase que j'ai utilisée toute ma vie, c'est chaque grenouille du fond de son puits ne voit du ciel que ce qui déborde de la margelle, de sa propre margelle. C'est le malentendu. Quel poète, hein. C'est le malentendu et l'impossibilité aussi de donner une place à l'autre. Et on peut dire que dans l'examen sociologique, ce qui frappe en ce moment, c'est l'incapacité de donner une place à l'autre. Absolument. L'autre, on doit le tuer ou l'ignorer. Et c'est une question fondamentale. Et à ça, il y a quelque chose qui répond, dont vous n'avez pas parlé parce que ce n'était pas dans le champ de ce que vous aviez fait, mais dont on va parler sûrement. Sur la question de l'engagement, pour répondre à ça, il y a ce tissu associatif fantastique en France, qui n'existe pas beaucoup ailleurs. Et ce sont des gens engagés qui sont dans les associations. À l'égard des migrants, c'est une évidence. Sur la question de la pauvreté aussi. Comment vous raccordez tout ça ? C'est-à-dire l'individualisme, l'incapacité de prendre en compte à l'autre, dont l'absence d'altérité, et cette chose qui n'est pas organisée de manière nationale, centralisatrice, mais qui répond à des besoins fondamentaux, aux valeurs les plus importantes de la dignité humaine. Comment raccrocher ça au monde politique et au mouvement politique? Comment vous voyez ça? Alors, c'est vaste question. D'abord, je pense que si on observe de façon la plus dépassionnée possible l'époque présente, on n'est pas totalement dans une ère d'individualisme. Ce qu'on voit aujourd'hui, au contraire, c'est même un retour au collectif. On le voit par exemple avec de très nombreux engagements, beaucoup de gens, justement l'engagement, beaucoup de gens qui s'engagent pour la planète, pour les autres. Il y a beaucoup d'engagements. Donc on peut pas dire qu'on soit dans un moment d'individualisme absolu. Par contre, c'est Jérôme Fourquet qui parlait d'archipélisation de la France, mais il pourrait dire ça pour tous les pays du bloc occidental. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui vous avez un retour au collectif, mais un retour au collectif au pluriel. C'est-à-dire que vous avez une infinité de petits collectifs qui vont chacun va défendre son précaré. Alors ça peut être des collectifs identitaires, des collectifs de gens de différentes origines, ça peut être des collectifs qui fonctionnent en lobby de toutes sortes, ou des groupes simplement des associations, des gens qui veulent se bouger pour telle ou telle cause. Mais dans tous les cas, on est dans un moment extrêmement morcelé. Et le grand problème, c'est que ce morcellement extrême des collectifs fait que c'est très difficile de trouver le sens commun. On est dans un moment de complètement, on pourrait dire, entre guillemets, polythéiste, où il y a des dizaines et des dizaines et des centaines de tout petits courants, de petits collectifs, de petites idées, et chacun lutte pour sa paroisse au détriment des autres et sans intérêt pour les autres. Vous voyez, évidemment, c'est ça qui pose, pour moi, qui pose problème aujourd'hui. C'est cet émiettement-là. C'est pour ça que on dit souvent qu'il y a je pense qu'il faut. C'est pour ça que j'appelle moi personnellement à revenir à la radicalité de la pensée, parce que je pense qu'il y a, qu'on le veuille ou non, une forme d'universalisme des valeurs, et que si chacun plaide pour sa petite paroisse au détriment des autres, c'est la fin du tissu social. Vous voyez, c'est chacun pour soi.
dans un monde devenu jungle, avec des petits lobbies, des petits groupes qui fonctionnent en lobby un peu dans leur tête et qui veulent faire avancer leur cause par tous les moyens, avec les autres qui ne savent pas comment les traiter parce que c'est compliqué, qu'on ne veut pas faire de mal à personne. Et, on est dans des situations qui sont extrêmement ambiguës. Alors aux États-Unis, par exemple, je lisais un article dans Le Monde là, hier ou avant-hier, une des raisons du succès de Donald Trump, là, il y en a plein, hein, des raisons, mais l'une des raisons, c'est justement cet émiettement. C'est-à-dire, par exemple, les aberrations qui font qu'aujourd'hui, un homme blanc ou une femme blanche ne peut plus écrire une histoire de l'Afrique. Vous voyez, où ne peut plus un acteur qui n'est pas homosexuel ne peut pas jouer un homosexuel. Vous voyez, c'est absurde. Un acteur, ça sert à quoi? Je veux dire, si c'est pour jouer soi-même, c'est pas drôle. Vous voyez, donc voilà, il y a aujourd'hui ces aberrations-là qui sont de nature à détruire le tissu. Alors c'est plein de bons sentiments. On a envie d'aider les autres, de dire je te comprends, ta souffrance, c'est vrai. Et en même temps, il y a un cadre commun. Et c'est important de le ménager quand même. Donc vous voyez, c'est très délicat ce qu'on vit, mais je pense que le mot d'archipélisation convient bien à l'évolution de nos sociétés occidentales. Et de ce point de vue-là, le politique devrait avoir pour rôle de rassembler, puisque un parti politique ou un mouvement politique s'adresse théoriquement à tout le monde. Théoriquement, c'est pas le cas toujours, mais théoriquement, il doit rassembler des gens de toute origine, qui sont d'accord avec des idées, un programme, des idées, mais qui ne fonctionnent pas à l'affect, qui fonctionnent avec des idées. Mais c'est aujourd'hui un peu difficile, parce que d'abord il y a la dictature de l'affect, et en plus il y a ce phénomène d'archipélisation qui évidemment contribue à la décalcification du lien social. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes où? Ah oui, pardon. Merci. Voilà. J'avais la tête de l'autre côté. Comment peut-on s'engager aujourd'hui face aux multimédias au niveau information et audiovisuel qui détiennent pratiquement 100%, qui sont détenus 100% par quelques minorités? Vous savez, ça c'est la question délicate des médias. C'est une question, c'est un peu la quadrature du cercle, les médias, parce que si les médias n'existent pas, vous n'avez pas de liberté de la presse. Donc vous êtes en dictature. Donc il faut bien qu'il y ait les médias. C'est la preuve qu'on est dans un pays démocratique. Donc c'est quand même plutôt positif. Après, évidemment, quand vous regardez l'histoire de la presse, vous apercevez que la presse n'a jamais été libre ni objective, parce qu'elle a toujours appartenu à des gens riches qui possédaient des journaux. Ça a démarré dès qu'il y a eu des journaux. C'était toujours des gens riches qui disaient « tiens, moi je vais faire avancer mes idées monarchistes, mes idées républicaines, mes idées ci, mes idées là. » Voilà. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Alors le phénomène qui est nouveau par rapport au temps précédent, vous avez donc la presse qui régit toujours de la même manière, et finalement on sait très bien que l'objectivité n'existe pas. On essaie d'être au plus près du fait, mais on pense à partir de son pays, on pense à partir de son époque, on pense à partir de ce qu'on est, enfin on pense à partir de plein de choses. Donc je crois que c'est Hubert Beuve-Méry, fondateur du Monde, qui disait « il n'y a pas de journalistes objectifs, il n'y a que des journalistes honnêtes ». Alors encore faut-il que les journalistes soient honnêtes, évidemment ça pose cette question-là, mais ce qui complique les choses aujourd'hui, c'est le web. C'est-à-dire que tant que vous aviez des journaux écrits et puis la télé, le journal de 20 heures, avec l'AFP qui faisait le canal et qui distribuait les informations, on voyait très très clairement la disposition politique des uns et des autres. Et encore aujourd'hui, vous en avez les restes quelque part. C'est-à-dire que vous voyez bien, par exemple, si vous prenez TF1, vous voyez bien que TF1 est plutôt à droite. Si vous prenez France 2, France 2 est plutôt Macron, puisque c'est la chaîne d'État. France 3 est plutôt à gauche. Je dis ça plutôt, parce qu'après, on va m'accuser de... Voilà. Si vous prenez les journaux, Libération est à gauche, Le Figaro est à droite, Le Monde est à gauche. Vous voyez, qu'est-ce que sûrement un autre que j'oublie qui est à droite. Enfin voilà, donc vous avez toujours eu cette... on pourrait dire, on avance en connaissance de cause. Avec le web, tout s'arrête. Parce qu'avec le web, tout à coup, vous avez des faux nez,
vous avez des sources introuvables, vous avez des gens qui prétendent dire la vérité alors qu'ils n'ont aucune légitimité à le faire. Et le vrai problème, c'est ça, c'est qu'on est dans un monde, et la crise de la démocratie, elle est aussi là. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où, pour s'informer, ça devient de plus en plus difficile. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne peut pas faire confiance à un média. On peut dire, écoutez, j'écoute ce que vous dites, il y a des choses intéressantes, votre analyse m'intéresse ou pas, mais après, pour les faits, je vais quand même, il faut avoir le temps de recouper. Voilà, pour être sûr que le fait a été exactement, il faut mener l'enquête. Qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole, sans doute, mais donc il faut mener l'enquête. Et c'est vrai que c'est le seul moyen aujourd'hui de s'en tirer, mais que c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Vous avez tout à fait raison. Mais le web, de ce point de vue-là, c'est quelque chose de très intéressant, parce que le web, c'est au fond, c'est surtout ce qu'on a vu à partir de 2004 avec l'essor des réseaux sociaux, c'était la tentative de régénérer une parole populaire. C'est-à-dire que les gens qui sont allés sur Facebook en 2004, quand Facebook s'est ouvert, en fait, ils ont dit, là au moins, je peux m'exprimer librement. Là au moins, et quand je parle, on m'écoute. Parce que je peux avoir 10 000 followers, ou je sais pas combien d'amis, ou 5 000 amis, enfin un monde fou qui va alors que quand je parlais tout seul au bistrot, j'intéressais personne. Mais maintenant, il y a des gens qui me disent « je vous aime, vous avez raison », on discute des journées entières, tous les week-ends, etc., etc. Donc c'est vrai qu'il y a eu, ça a été les réseaux sociaux, une tentative de reprise de contrôle d'une parole populaire. Mais aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, parce que d'abord, les réseaux sociaux ont perdu de leur influence, que ceux qui gèrent les réseaux sociaux les contrôlent tellement que, en réalité, la parole est très cadrée, hein, maintenant, sur ces réseaux. D'ailleurs, si vous dites un truc qui convient pas, vous êtes censuré immédiatement. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un moment de cette crise de la démocratie passe aussi par la crise de l'expression démocratique. C'est indéniable. Voilà. C'est pour ça qu'il y a vraiment un travail. Vous savez, à l'ultra-gauche, il y avait un grand penseur qui s'appelait Claude Lefort, qui était aussi intéressant que Michel Foucault. Et Claude Lefort a toute sa vie appelé à régénérer la démocratie. Il plaidait pour une démocratie horizontale. Je pense qu'il avait raison. Et on devrait le relire. Peut-être qu'on trouverait là des clés. Alors, on va... Ça marche pas ? Vous m'entendez ? Oui. Ah oui. Nous allons prendre une dernière intervention. Je fais un peu la gardienne du temps, puisque si on veut profiter de la séance de dédicace et enchaîner au TAP Cinéma avec le film Foucault contre lui-même, un documentaire passionnant, avec une rencontre avec le réalisateur François Caillat et l'universitaire Gilles Marmas. Donc à 20h30 au TAP Cinéma. Mais avant, une dernière intervention, une dernière question, avant de vous remercier et de vous retrouver, Christophe, au stand librairie. Bonsoir. Ah, je vois madame là, qui lève la main. Il y a le micro, il y a quelqu'un qui a le micro. On m'entend bien ? Ah, il y a deux demandes. Ah ben, désolée, c'est la dernière et après, à la librairie. Il y a une jeune fille là au milieu, là aussi, qui voulait parler. Bonsoir, je voulais revenir sur... vous parliez du morcellement tout à l'heure. Oui. Et je trouvais que c'était important de revenir sur la cause de ce morcellement aussi. J'ai l'impression que vous parliez notamment des différentes luttes féministes, antiracistes, queer et tout ça. Et ce morcellement est aussi dû à une nécessité en fait d'un morcellement. C'est des gens à qui on n'a pas laissé la parole pendant trop longtemps et qui décident de la prendre et qui aussi la prennent de leur endroit. Personne d'autre ne peut mieux exprimer leur lutte et leurs besoins que ces personnes-là. Et donc, voilà, je voulais revenir, je pense que c'est important de le dire, et aussi dire que ce morcellement n'est pas incompatible avec une convergence, la convergence des luttes, dont beaucoup de ces groupes parlent et veulent. Et voilà, c'est possible aussi de faire avec ce morcellement-là et d'avoir de la place pour tout le monde. Et c'est aussi à nous, en tant que personnes blanches, en tant que personnes ayant soit un capital financier ou culturel, de laisser la place à ces personnes-là. Voilà. Ah, pas très bien, je n'ai rien à dire, je n'ai rien à ajouter à ces remarques. Mon seul vœu serait que cette convergence soit réelle. Voilà, que ça ne soit pas un vœu pieux, mais que ça converge vraiment, ce qui n'est pas toujours le cas. Souvent, ça se juxtapose. Il y a pas de convergence vers la librairie. Il y a surtout une convergence vers la librairie. Puis il y avait peut-être mademoiselle, là, je ne sais pas si vous voulez lui donner la parole ou pas. J'ai vu une main se lever, mais bon...
Non, je suis désolée, je vais vous laisser poser la question. Allez, ça. Allez-y. Vous avez parlé au début d'injonction pour les entreprises de s'engager et ce qu'on appelle aussi la responsabilité sociétale des entreprises aujourd'hui. Et c'est vrai que pour la plupart, c'est une posture et on se rend compte que oui, qu'il y a beaucoup d'hypocrisie derrière ça. Mais en même temps, c'est assez vertueux aussi parce que finalement, elles sont obligées parce qu'elles sont regardées. Il y a comme s'il y a un autre contrôle finalement qui s'était mis en place. Et finalement, est-ce que voilà, vous trouvez pas que, même si c'est quelque part, voilà, il y a des abus, est-ce que c'est pas vertueux? Alors, il y a les deux. Il y a ce qu'on appelle dans l'entreprise le greenwashing, c'est-à-dire on fait semblant d'être vert et puis on pollue tant qu'on peut. Mais il y a aussi effectivement toute une révolution dans les process, comme on dit, dans l'entreprise, dans les modes de production qui se fait aujourd'hui. Oui, non, c'est vrai. Il y a toujours les deux. Vous savez, rien n'est jamais d'un seul tenant. C'est pour ça que il faut avoir le courage de la nuance. Parce que rien n'est d'un seul tenant. On ne peut pas condamner l'entreprise en disant l'entreprise fait semblant d'obéir aux règles de la RSE tout en étant polluante. Non, ça dépend des entreprises, ça dépend. Il ne faut pas leur faire un procès d'intention. Mais c'est vrai qu'il y a les deux qui cohabitent. Vous avez raison d'insister là-dessus. Il y a aussi aujourd'hui une révolution. Dans ce qui se passe aujourd'hui dans le changement de paradigme, il y a aussi une espèce de révolution post-industrielle qui touche l'entreprise aussi. Il y a ça aussi qui est très intéressant à observer. Merci infiniment. Merci à vous.